les biens et services, mais protéger les populations, que la navigation soit paisible, soit libre. C'est une partie de la lutte contre le terrorisme international. C'est sur terre, au Mali, mais dans le golfe de Guinée, c'est en mer. Monsieur le Président, s'il vous plaît, on a entendu dire qu'il fallait trouver des financements. Vous venez de nous le reconfirmer. Tout à fait. Mais on fera concrètement comment pour trouver l'argent? Comme toujours, on le fera avec les États mettront la main à la poche. Je vous dis, nous ferons des décaissements importants des pays. Quelle stratégie, Monsieur le Président? Mais non, vous savez, il faut commencer par le national. Nous avons des budgets, nous allons dégager des moyens. Le Cameroun en fera autant, le Nigeria, ainsi de suite, parce qu'il nous faut des patrouilleurs, par exemple, sur chacune de nos côtes. Maintenant, quant à la structure régionale, il faudra un budget, mais qui ne sera pas énorme. Son rôle sera surtout la coordination des moyens disponibles. Et avec ça, nous aurons besoin de coordonner avec l'Union africaine, qui a un projet similaire en perspective, avec déjà les grands pays, la France, donc l'Angleterre, les États-Unis, qui ont déjà des surveillances maritimes, des surveillances par radar, et ainsi de suite. Les Nations Unies qui vont essayer de faire une table ronde pour avoir le financement nécessaire. Donc nous sommes confiants, nous sommes très précis dans ce que nous voulons faire, et surtout sur le financement. Vous savez, moi je suis un banquier, je n'aime pas me mêler à des choses qui ne sont pas finançables. Donc c'est un projet sérieux. Le symposium qui a précédé ces assises, Monsieur le Président, avait sérieusement envisagé la création d'une taxe qui, à travers les pays, pouvait permettre de financer la piraterie. Oui, non, je ne crois pas en ces histoires. Non, je ne crois pas en ces histoires de taxes. Ça ne résout rien. Chaque pays considère. C'est un problème sérieux. Chaque État doit prendre sur son budget pour apporter sa contribution. Et c'est ce que nous commençons par faire. La communauté internationale, d'abord africaine, a intérêt à ce que cette affaire soit réglée. L'Union africaine devra chercher les financements. Les pays avec lesquels nous faisons du commerce, je vous ai indiqué que 70% du pétrole, quand même, africain, vient de ce golfe de Guinée. Et en 2020, nous serons de plus gros producteurs que le Moyen-Orient et les gros producteurs actuels du Golfe. Donc l'international, notamment les grands pays, les États-Unis, l'Europe, ont intérêt à ce que ce soit sécurisé dans notre sous-région. Donc vous voyez, nous n'aurons pas de problème de financement. D'après vous, Monsieur le Président, combien de temps faudra-t-il entre les résolutions de Yaoundé et la sécurisation effective Oui, vous avez raison. Nous avons longuement discuté de ce point. D'abord, nous nous sommes dit que dès que 2 pays signeront le document, il entre en vigueur. Donc, le document a été signé aujourd'hui par 6, 7, 8 chefs d'État. Donc, il est en vigueur. Pour maintenant son application effective sur les différents chapitres, le document est public, vous le verrez, nous sommes donnés 3 années au plus tard pour que ça devienne contraignant. Donc, tous les documents qui sont contenus dans cet accord, en fait, quand on dit code de conduite, c'est un préaccord. À l'issue de 3 ans, ça deviendra un accord qui s'impose à chacun des pays. Et donc, nous avons un délai maximum. Mais en tant que président en exercice de la CEDEAO, moi, je travaillerai pour que nous puissions le faire plus rapidement que 3 ans. Parce que le danger est là. Nous en avons fait l'expérience. Monsieur le Président, on évoque beaucoup la recherche des moyens financiers dans ce combat, mais on me semble, enfin il ne m'a pas semblé entendre qu'on avait évoqué la coordination, la nécessaire coordination des différentes forces de sécurité, d'abord dans les différents pays et dans la coordination également entre les 2 grandes zones que sont la zone CEMAC et la CEAC et la CEDEAO. C'est essentiel. Je vous ai dit que déjà il y a 4 ou 5 pays, je crois le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Gabon, Sao Tomé, qui coordonnent déjà, et le Cameroun, qui coordonne déjà dans le cadre d'une unité de 5 pays. Et la CEAC est en avance parce qu'elle a déjà développé un cadre de concertation et de coordination. Mais nous, la piraterie maritime, en fait, n'a été dévoilée en ce qui nous concerne qu'il y a 1 an, et c'est pour cela que j'ai féliciter le président Yahi Boni dans mon discours, parce que le problème a commencé au Bénin. Le Bénin a fait un accord bilatéral avec le Nigeria. Ils ont demandé ensuite le soutien de la France. Il s'est déplacé pour aller
à New York pour obtenir que le Conseil de sécurité en fasse son problème. Et c'est à partir de là que nous avons cette réunion. Donc il y a une coordination déjà ici, elle n'est pas totale. Nous allons, dès mi-juillet, nous avons un sommet à Abuja pour aller plus loin dans notre volonté de coordonner. Mais avant de coordonner, chaque pays doit mettre à disposition des moyens. Et ce que je dis, en Côte d'Ivoire, nous avons commencé. Le Nigeria, tout le monde sait, a des moyens. Et d'autres pays de la sous-région, le Sénégal vient de le faire, et ainsi de suite. Monsieur le Président, vous avez invité la communauté internationale à déployer le même type d'opération qui a eu lieu dans le golfe d'Aden, du côté du golfe de Guinée. Est-ce que vous avez bon espoir d'être entendu? Ah oui, je suis certain, je vous disais, c'est quand même une zone riche. Pourquoi le golfe d'Aden intéresse tant les Occidentaux? Parce que c'est une zone de passage des pétroliers. Alors, nous serons dans une situation analogue très rapidement. Vous savez, la plupart des pays seront de grands pays pétroliers dans les 4 à 5 années à venir. Et par conséquent, c'est de l'intérêt de ceux qui consomment donc les hydrocarbures que ces bateaux arrivent à bon port. Monsieur le Président, nous allons peut-être avancer et parler des crises africaines. La crise la plus en vue en ce moment, c'est le Mali. Vous vous êtes impliqué dans la résolution de cette crise-là. Est-ce que finalement, ce qui s'est passé au Mali n'a pas démontré comme ça la faiblesse de nos structures aussi bien étatiques que militaires, de manière générale? Non, vous avez raison. Nous avons effectivement failli au Mali. D'abord, les institutions n'ont pas fonctionné au Mali. C'est pour cela qu'il y a eu le coup d'État. Mais après le coup d'État, la CEDEAO a fonctionné parce que nous avons mis en place donc un dispositif pour une succession constitutionnelle. Et après cela, il y a eu cette attaque des terroristes. Et fort heureusement, avec le soutien de la France, l'intervention de la France, nous sommes allés très vite et nous avons pu, la CEDEAO, le Tchad et la France, arrêter donc cette descente terroriste. Et après, nous avons globalisé la situation. Nous avons saisi les Nations Unies, le Mali, la CEDEAO, la France, pour que la question devienne une question à traiter de manière internationale. C'est ce qui est en cours. Ceci est en cours, mais en réalité, qu'est-ce qu'il faut au Mali? C'est vrai que la menace terroriste a été maintenant écartée. Mais il faut sécuriser le pays, il faut stabiliser le Mali, et il faut un régime légitime, où les militaires seront sous l'autorité des politiques. Et c'est pour cela que nous tenons tant à faire des élections dès fin juillet au Mali. Et ceci permettra d'avoir un régime légitime, démocratique, et qui aura donc les militaires sous son contrôle. Et surtout, les forces en question, la MINUSMA, restera au Mali pendant quelques années pour aider à former l'armée malienne, pour continuer de sécuriser, pour avoir la défense contre les actes terroristes, et ainsi de suite. Monsieur le Président, puisque nous en avons l'opportunité, nous allons dire un mot peut-être sur votre propre pays, la Côte d'Ivoire. Où est-ce qu'on en est concrètement aujourd'hui avec ce que j'appellerais le retour à la normale? Oui. Non, la Côte d'Ivoire, la situation est totalement normalisée. Le pays est en paix, le pays est en sécurité. Ceux d'entre vous qui allez faire un tour à Abidjan, vous vous en rendrez compte vous-même. Vous savez, à Abidjan, il y a un an, il y avait des barrages à tous les coins de rue. Pour aller d'un quartier à l'autre, vous aviez 5 à 10 barrages. Maintenant, il n'y a plus de barrages à l'intérieur d'Abidjan. Nous sommes en train d'étendre ce programme sur l'ensemble du territoire. Nous avons restructuré les forces de défense et de sécurité. Nous avons mis donc des moyens à leur disposition et nous avons considéré que l'aspect renseignement, intelligence, comme disent les anglophones, est très important. Donc nous avons également créé une coordination du renseignement. Donc nous avons mis de l'ordre dans les renseignements, dans l'armée, dans la police, la gendarmerie. Et chacun a son rôle à jouer. Maintenant, la question de l'armée est difficile parce que 2 armées se sont battues. Et maintenant, il faut les intégrer. Nous avons commencé à le faire. Et surtout, nous avons des jeunes gens qui ont été utilisés et qui sont les ex-combattants et qui maintenant doivent être démobilisés, désarmés d'abord, démobilisés et il faut leur trouver aussi du travail. C'est un chapitre qui est ma priorité actuellement. Ils sont près de 65 000. Ils sont plus nombreux que la police, la gendarmerie et l'armée ensemble.
réunis. Alors, ça, c'est un travail qui demande beaucoup d'efforts. D'abord pour la sécurité des citoyens ivoiriens et de toutes les populations, mais aussi pour ces jeunes gens qui ont été utilisés et qui ont maintenant besoin d'avoir un avenir, d'avoir un emploi, de rendre leurs armes pour que le pays soit en paix. Et nous avons donc fait des progrès, je dirais, considérables. L'indice d'insécurité en Côte d'Ivoire est passé de 4 à 1. C'est pour cela que la Banque africaine de développement retourne à Abidjan dès l'année prochaine, et aussi bien le président, le conseil d'administration que les services. Il reste également l'équation de la justice. Oui. On parle souvent, vous nous pardonnerez d'évoquer cela, de la justice des vainqueurs. Oui. Est-ce que cette question vous préoccupe, Monsieur le Président? Oui, la justice me préoccupe. Je suis le chef de l'État et dans notre système, je suis même le chef suprême de la magistrature. Alors, ceci étant, ce sont des termes... Monsieur le Président. Et le vainqueur? Le vainqueur, non, il n'y a pas... C'est la Côte d'Ivoire qui a gagné, parce que la Côte d'Ivoire s'est débarrassée d'un régime qui s'imposait. Donc, je ne veux pas aller dans le passé. Ceci étant, vous savez, je suis allé aux États-Unis, j'avais 20 ans. J'y ai fait mes études, j'y ai travaillé. J'ai grandi dans la démocratie, dans un environnement démocratique. J'ai grandi dans l'état de droit, je crois aux institutions, et je veux bâtir en Côte d'Ivoire une justice indépendante. Et cela veut dire que je dois commencer par donner l'indépendance aux juges. Je dois me plier à leur rythme. On me dit que ça ne va pas assez vite. Prenez le cas de l'ancien président. Il est allé à La Haye en novembre 2011. À la date d'aujourd'hui, il n'y a même pas la confirmation des charges. La Commission nationale d'enquête en Côte d'Ivoire a livré son rapport en août 2012. Et on me demande des résultats. Je n'interviendrai pas. La justice fera son travail. Maintenant, en tant que chef de l'État, je veux une paix définitive pour mon pays. Je suis prêt à envisager des formules le moment venu, mais la justice doit épuiser son chronogramme. Je me plains souvent moi-même au ministre de la Justice de la lenteur des choses, mais les juges sont indépendants. Est-ce que dans les formules que vous évoquez, Monsieur le Président, il y a celles qui concernent par exemple l'abandon des poursuites, ainsi que le souhaitent certains pour le profit du processus de réconciliation nationale? Est-ce que ça dépend de vous? Non, ça ne dépend pas de moi. Écoutez, j'ai été très clair. Je n'interviendrai pas dans la justice. Parce que la justice doit être indépendante. Si nous voulons construire un état de droit, autrement ce serait trop facile. Si j'interviens pour ces cas, pourquoi je n'interviendrai pas pour d'autres? Ce serait inéquitable. Il faut maintenant renforcer la justice, lui donner les moyens. Quand il y a eu, immédiatement après la crise post-électorale, sur les 400 juges en Côte d'Ivoire, nous n'avions pas plus de 10 à 20 juges. Parce que certains des juges qui soutenaient donc, le RHDP, c'est-à-dire ceux qui m'ont élu, étaient pourchassés et étaient chez eux à la maison. Ils ne pouvaient plus venir au bureau. Et quand l'ancien président a été arrêté, ceux qui le soutenaient se sont enfuis. Donc, vous voyez, pendant plusieurs mois, nous nous sommes retrouvés dans une situation pour 400 juges, nous avions à peine 5 à 10%. Les tribunaux avaient été saccagés, des dossiers. Il fallait mettre en place des structures. C'est ce que nous avons fait. Ensuite, il fallait engager une enquête, la Commission nationale d'enquête. Elle a été mise en place, elle a été indépendante. Elle a rendu son rapport. Tous les ambassadeurs étaient présents. J'ai remis le rapport au ministre de la Justice, qui à son tour l'a remis au procureur. Et maintenant, il appartient au parquet de faire les investigations à son tour et d'engager les poursuites. Et je veux terminer en disant que nul ne sera épargné. C'est la seule manière de combattre l'impunité. Si nous ne combattons pas l'impunité en Côte d'Ivoire comme ailleurs en Afrique, sous toutes ses formes, nous n'allons pas avancer. Nous aurons toujours les problèmes de gouvernance que nous décrions, que vous, les journalistes, vous décriez, que les citoyens décrient. Et nous n'avons pas le droit de nous faire élire démocratiquement et ensuite de tolérer l'impunité. Autrement, nous nous transformons en dictature. Et moi, je ne veux pas être connu comme ayant été un dictateur quand j'aurai fini. Monsieur le Président, quelle est la priorité,
c'est la réconciliation nationale ou la relance de l'économie? Non, les deux, non, les deux vont ensemble. Vous savez, la réconciliation, elle est faite au niveau des populations. Je regardais hier soir la télévision, la RTI ici. Qu'est-ce que j'ai vu? Il y a une dame qui disait, ce que je constate moi-même, j'ai des parents à Trècheville, à Yopougon, à Bobo, les différents quartiers. Vous savez, en avril 2011, en 2011 disons en général, les cours étaient tribalisés, ethnicisés. Dans certaines cours, les cours en général, je pense que vous avez la même chose à Yaoundé comme à Douala, vous avez les différentes ethnies qui sont ensemble. Il y a des maisons, il y a plusieurs appartements, etc. Ils vivent ensemble, les enfants se voient le matin, ils vont à l'école. Et certaines ethnies, je n'aime pas rentrer dans les noms des ethnies, étaient parties, donc les cours s'étaient totalement tribalisés. Mais aujourd'hui, les cours se sont retrouvés. Toutes les ethnies, vous avez les 4, 5, 6 grandes ethnies, se retrouvent dans les mêmes cours. Leurs enfants vont à l'école. Quand quelqu'un est malade, tous les gens les accompagnent à l'infirmerie, à l'hôpital, au centre de santé. Donc les populations considèrent que la crise est terminée. Bien sûr, vous voyez la Deuxième Guerre mondiale, vous voyez la guerre de sécession, vous voyez d'autres guerres. Il y aura toujours des extrémistes qui ne vont jamais vouloir se réconcilier. Mais c'est leur droit, je suis pour la liberté d'expression. Mais la réconciliation, elle avance bien. Elle avance dans les quartiers populaires, elle avance dans les villages, elle avance dans les régions. Maintenant, le problème que nous avons, c'est le problème des politiques. Les politiques, certains font des pas importants vers un dialogue. Et d'ailleurs, le Premier ministre reprend le dialogue avec l'opposition dans quelques jours. D'autres ne veulent pas du tout dialoguer, mais c'est leur droit. Monsieur le Président, on observe que vous avez pris deux nouveaux chevaux de bataille, que sont les questions du foncier et de l'identité. Certains observateurs estiment que c'est maladroit de mettre deux questions aussi importantes dans le même panier. Ça, c'est la première question. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ces observations? La deuxième, pour en terminer, comment est-ce que vous pensez déjà à 2015? Est-ce que vous y pensez? Mais vous voyez, ceux qui disent cela ne sont pas sensibles à la nécessité de régler les problèmes de fond en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai été élu pour régler les problèmes de fond. Nous savons tous, nous Ivoiriens, que nos problèmes sont liés à la nationalité et au foncier. Je veux régler ces problèmes pendant mon mandat. Autrement, à quoi aurait servi mon mandat? Alors, je vais les régler. Ça peut me coûter mon élection pour un prochain mandat, ce n'est pas grave, mais j'aurai réglé les problèmes de fond de mon pays. Et ce n'est pas une question de personne, ce sont des institutions qui les règlent. Le gouvernement a mis à jour les questions de nationalité, nous les avons envoyées à l'Assemblée nationale. Maintenant, l'Assemblée est comme elle est. Je suis confiant que nous aurons une majorité confortable pour essayer de régler ce problème qui a empoisonné la vie en Côte d'Ivoire. Et une fois que le problème de la nationalité est réglé, la question foncière, en réalité, n'est pas aussi difficile que cela. Parce que nous avons déjà un code foncier sur lequel tous les partis politiques, les grands partis politiques d'aujourd'hui, s'étaient mis d'accord en 1998. Mais il n'y a pas eu d'application. Ce que nous demanderons à l'Assemblée nationale, c'est de proroger les délais de 10 ans. Parce que les 10 premières années de 1998 à 2008, ça a été les périodes de crise. Ce dossier a été laissé de côté. Maintenant, l'Assemblée, je pense, nous donnera 10 années. Et sur ces 10 années, nous aurons réglé ce problème du foncier. Parce qu'il faut recenser, il faut régler les problèmes par rapport à la loi. Et il faut que les propriétaires aient leurs terres. Mais il faut également tenir compte de ce que la loi dit par rapport à la nationalité. Donc voilà, la question pour moi est simple. Et je considère que la plupart des Ivoiriens veulent avoir ces débats derrière nous. Donc pour 2015, vous êtes candidat? Ah ben, je l'ai dit, vous voulez que je le répète? Écoutez, 2015, c'est très probable que je sois candidat parce que j'ai perdu une année de mon mandat. En 4 ans, compte tenu de la détérioration de mon pays, je ne serai pas en mesure d'atteindre les objectifs et les résultats que je me suis fixés en voulant être président de la République. Je vais solliciter un deuxième mandat
pour 2015. Monsieur le Président, un de vos ministres a dénoncé de manière très ouverte la concession qui a été accordée au groupe français Bolloré en ce qui concerne le port autonome d'Abidjan. Qu'est-ce que vous répondez à ça et qu'est-ce qui a fondé cette décision? Mais vous savez, je n'ai pas de réponse à donner à un ministre. Nous avons un Premier ministre qui est le chef du gouvernement. L'affaire est entre les mains du Premier ministre. J'ajoute tout simplement que tout ce que je fais en Côte d'Ivoire est transparent. Le fait qu'il y ait ce débat montre la transparence dans la gouvernance en Côte d'Ivoire. Maintenant, la liberté d'expression, elle est totale pour les citoyens. Mais pour un ministre, elle est réglementée par la solidarité gouvernementale. Il appartiendra au Premier ministre de tirer toutes les leçons de cette indiscipline. Sur la reconstruction nationale, certains ont annoncé, Monsieur le Président, une croissance à 2 chiffres dans un futur proche. Est-ce que ce n'est pas dangereux de susciter autant d'espoir? Non, vous savez, je suis tout de même un économiste, je suis un financier. Nous avons pris un pays qui a été affaissé, qui a eu une chute de sa richesse nationale du PIB, comme on le dit, de 5% en 2011. Dès 2012, nous avons fait un taux de croissance quasiment de 2 chiffres, de 9,8%, c'est presque 10%. Mais nous allons continuer sur cette lancée parce que nous en avons les moyens, parce que la Côte d'Ivoire a la possibilité, nous avons un gouvernement qui peut faire ce travail, j'en suis persuadé, nous avons une administration qui est compétente, nous avons un pays qui est au travail et nous avons des investisseurs qui voient que ce pays, la confiance est revenue, qui a une stabilité et ça fait aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai déjà indiqué que je souhaiterais rester un 2e mandat pour que les investisseurs aient une période devant un investissement, ça ne se rentabilise pas en 2 ou 3 ans, ça se rentabilise en 7, en 10 ans. Vous voyez, ce n'est pas donc des questions légères en ce qui nous concerne. Nous avons bien traité ces questions. J'ai eu à gérer pratiquement une centaine de pays dans mes fonctions antérieures. Nous allons pouvoir atteindre ce taux de croissance. Le défi qui nous est lancé est maintenant comment faire descendre cette croissance, si je puis m'exprimer ainsi, au niveau des populations. C'est vraiment la question fondamentale. Comment améliorer le quotidien des Ivoiriens. Et c'est ce à quoi nous sommes attelés. Nous avons un programme présidentiel d'urgence pour régler les problèmes quotidiens, les problèmes d'eau, les problèmes d'électricité. Il y a 2 ans, Abidjan avait des coupures tout le temps. Aujourd'hui, vous en avez rarement. Nous avons de l'eau potable à 70-75% sur Abidjan. Dans des villes comme Man, où c'était à 50%, nous sommes à 100%. Dans 2 ans, nous n'aurons plus de problème d'eau potable à Abidjan, qui est une ville de 6 millions, et ainsi de suite. Nous sommes en train de réhabiliter les 32 CHU de CHR du pays. Nous allons réhabiliter cette année et l'année prochaine les 4 CHU du pays. Nous allons construire de nouveaux hôpitaux. Nous avons réparé 7500 pompes villageoises. Je peux continuer la liste de ceux dont les populations ont besoin. Alors, vous voyez, donc ce n'est pas une vue de l'esprit. Une fois que nous aurons réglé les problèmes d'eau potable, les problèmes d'électricité, on a un problème de logements sociaux, nous aurons réhabilité les routes, nous aurons entrepris de grands travaux, et ainsi de suite, nous allons nous attaquer également à la question du pouvoir d'achat. Parce qu'à force d'importer tout ce que nous importons, et avec les variations de taux de change, nous avons également une situation de hausse des prix constante. Il faut voir comment amener ceux qui sont intermédiaires dans les différentes filières peuvent baisser les prix. Et c'est pour cela que dans l'appel d'offres, la société qui a été retenue a fait la meilleure offre de baisser les tarifs que nous pourrons répercuter sur les importations et par conséquent sur la consommation. Et au-delà de cela, il faut également tenir compte du fait que nous sommes dans une zone à parité fixe. Et je prends le cas de mon pays, je pense que c'est le cas au Cameroun, les salaires n'ont pas bougé en Côte d'Ivoire depuis, je crois, 1998. Alors c'est insensé. On ne peut pas, dans la fonction publique, je veux dire, ou même le salaire minimum, ce sont des choses qui doivent être corrigées, mais ça ne va pas être corrigé n'importe comment. Il faut l'étudier, il faut l'organiser, il faut le faire par secteur,
il faut voir ce que le budget peut supporter, ainsi de suite. Le deuxième mandat, Monsieur le Président, serait le dernier, pourrait être le dernier. Mais c'est ce que la Constitution dit. Vous pensez que je vais penser déjà. Mais vous savez, je considère que il faut que... Je trouve que nous devons de plus en plus avoir de la considération pour nos propres institutions. Vous voyez. Et cela veut dire que c'est le peuple qui décide. Donc, nous aurons à régler ces problèmes dans plusieurs pays. Si la Constitution dit que c'est 2 mandats, il faut que ce soit 2 mandats. Mais moi, je ne vais pas attaquer mes collègues dont les constitutions disent qu'il n'y a pas de limitation de mandat. Parce que c'est la Constitution qui le dit, c'est le peuple qui l'a voté. Alors pourquoi voulez-vous qu'on aille donner les mêmes chemises à des personnes différentes? Alors donc, il faut que nous soyons très prudents. Nous, Africains, prenez le cas de la France. La France a fait sa révolution en 1789. Elle a eu ensuite une république. De quand date la limitation de mandat en France? C'est Sarkozy qui l'a fait, je crois que c'était en 2002. Après combien d'années? Je ne plaide pas pour la non-limitation des mandats, mais je veux dire que nous devons avoir la considération pour nos peuples et nos institutions. Si un pays, dans sa constitution, où le peuple décide de modifier sa constitution pour que les mandats soient illimités, les mandats seront illimités pour ceux qui veulent briguer un autre mandat. Ce ne sera pas mon cas. Mais en même temps, si le peuple refuse, on doit en tenir compte. Et ceci est très important. Monsieur le Président, si vous en avez convenance, nous allons en 1 ou 2 questions aborder le problème de la relation, la question entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Oui. Vous avez rendu visite à quasiment tous les chefs d'État qui ont assisté à Yamoussoukro, à votre investiture, sauf au chef de l'État camerounais, à la faveur de ce sommet. Vous êtes évidemment. Est-ce qu'il y a une visite qui se prépare? Ou alors... Non, mais vous ne pouvez pas me dire ça, c'est pas vrai. Mais vous savez, le Cameroun, c'est chez moi. Hein. Moi, je suis venu ici plusieurs fois, il y a 20 ans. Pas en tant que président. Mais il n'empêche. Non. Vous savez, le président Biya, c'est mon ami, c'est mon aîné. Vraiment, aucun problème. Nous cherchons une opportunité de part et d'autre. Cette conférence nous en a donné l'occasion. Nous nous sommes entretenus cet après-midi. Nous sommes convenus qu'il faut d'abord que la commission Cameroun-Côte d'Ivoire au niveau ministériel se réunisse et débroussailler le travail à bien débroussailler les choses et à organiser un peu la visite d'État que le président Biya pourrait faire en Côte d'Ivoire ou que moi je pourrais faire au Cameroun. Il n'y a aucun problème. Hein. C'est tout simplement des opportunités. Et j'ai eu une opportunité à tel endroit, à tel autre. Et je suis allé à l'invitation des chefs d'État et je suis heureux d'être au Cameroun. Je suis chez moi au Cameroun. Monsieur le Président, au nom de tous les confrères ici réunis, merci pour votre disponibilité et nous souhaitons un bon voyage. Merci beaucoup. Merci, messieurs, dames. Jeune, dynamique. Très dynamique. Voilà. À bientôt. Au revoir. Au revoir, monsieur. Monsieur, bonne soirée. On vous laisse débarrasser. Alors, vous allez lui poser une question. La prochaine fois, on lui permettra de la poser. On y pense. Voilà. Lors de la visite au Cameroun. Voilà. Non, je viendrai. Avec plaisir. On fait la grande commission et puis après on organise les visites. Voilà, bonne soirée.